Mesdames et messieurs, bonsoir. Réorientation de la stratégie gouvernementale dans la lutte contre le coronavirus. Le Premier ministre regarde tout le monde alors que les chiffres grimpent. Qui doit faire quoi pour quels résultats? Nous en parlons ce soir dans cette édition du débrief de l'actu avec Emmanuel Kounié qui nous vient du MRC. Merci d'être là, monsieur, ce soir. Bonsoir Carole et merci de m'inviter. Docteur Luison Essomba, merci de venir partager vos analyses avec nous ce soir et nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir. Merci de l'invitation. Nous saluons respectueusement vos nombreux téléspectateurs. Et nous attendons Jean-Robert Wafo, ministre de l'Information et des Médias du chef de cabinet du Social Democratic Front, alors qui a été invité et qui nous a rassuré qu'il va nous rejoindre en cours d'émission. Je commence par vous, Emmanuel Kounié. Le courrier du secrétaire général des services du Premier ministre a donc circulé, a été rendu public, y compris par les médias, et porte en objet rappel de certains principes relatifs à l'organisation du travail gouvernemental. Première lecture, ça vous rassure de ce que le gouvernement intègre un certain nombre de critiques que vous aviez faites? Oui, je crois que, le gouvernement intègre certainement beaucoup de critiques, mais je crois que le gouvernement aurait mieux fait, justement, compte tenu de la nature, n'est-ce pas, de la pandémie en cours, aurait mieux fait, en tout début, de prendre, n'est-ce pas, la mesure de la chose. Je crois que le gouvernement est toujours en train comment dirais-je, d'être à la défensive et de rattraper des situations qui ont déjà eu lieu. Et c'est bien dommage parce que il faut prévoir. Et moi, je crois qu'on dit gouverner, c'est prévoir. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de l'anticipation, n'est-ce pas, dans ce gouvernement, dans cette administration. Et ça pose énormément de problèmes. Ça fait que nous intervenons toujours quand un certain nombre de dégâts sont déjà là. Et ça nous met toujours en difficulté. D'ailleurs, pour ce qui est de cette fameuse maladie, on aurait dû intervenir à temps, mais on a intervenu après coup et on est en train de payer les frais parce que quand vous intervenez après coup, quand vous laissez un certain nombre de dégâts se produire, vous payez cash. Et aujourd'hui, le Cameroun est en train de payer cash et nous sommes, n'est-ce pas, au peloton de tête. Et quoi qu'on dise, c'est justement ce tâtonnement qui nous amène là où nous sommes. Docteur Luison Essomba, l'objet du courrier que j'ai cité tout à l'heure, c'est rappel de certains principes relatifs à l'organisation du travail gouvernemental. Comment est-ce que vous qualifiez cet objet inhérent notamment au contexte? Est-ce que c'est grave? Carole, maintenant, il faut indiquer que nous avons au niveau de notre État 3 grandes institutions, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et l'un des pouvoirs les plus importants dans un État, c'est le pouvoir exécutif parce que c'est à lui qu'incombe la mission régalienne de protéger et de défendre les citoyens, surtout en face d'une pandémie mortifère et mortelle comme celle que nous sommes en train de vivre. Je pense que la réaction du primo ministériel, pour ma part, arrive un peu tard. Parce que vous savez, le gouvernement qui est pratiquement le bras séculier de l'État, est structuré autour de 2 principes phares, qu'on appelle le principe de la solidarité et le principe de la collégialité gouvernementale. Tout cela est structuré autour d'un ensemble d'instructions générales, arrêtées par un décret du président de la République sur la coordination et la communication gouvernementale. Ça veut donc dire que au sujet d'une telle pandémie qui fait des ravages sans précédent, il est de bon ton que le gouvernement agisse de manière structurée, de manière coordonnée. Parce que lorsqu'on se rend compte que chacun peut sortir de son circuit ou de son couloir pour venir dire n'importe quoi, ça fait de sorte que cela donne l'impression d'une désorganisation du travail gouvernemental. Or, le travail gouvernemental est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, structuré autour des principes qui en assurent la coordination générale pour que les actions soient actionnées autour de ce qu'on appellerait un tir groupé sur la pandémie du coronavirus. Alors, Emmanuel Kounié, est-ce que l'essentiel, ce n'est pas finalement de se dire mieux vaut tard que jamais, puisqu'on est en train de rattraper, de restructurer, de réorienter cette communication gouvernementale, un exercice comme celui qui a été fait hier par le Premier ministre? Est-ce qu'on peut se dire il vaut mieux le faire maintenant plutôt que d'attendre que les choses s'enveniment? Oui, mais on peut le dire. Mais la vérité, c'est que ce que nous avons déjà... Vous savez, la pandémie ne nous attend pas. Le coronavirus ne peut pas, n'est-ce pas, à nous attendre. Le virus, lui, quand il arrive, il fait ses dégâts. Il ne tient pas compte de nos stratégies et de nos actions. Donc, je crois que il faut le dire. Moi, je crois qu'il faut le dire clairement ici. Le gouvernement camerounais a failli dans cette affaire. Le gouvernement a failli parce que, au ministère de l'administration territoriale, par exemple, il y a une direction qui s'appelle la direction de la protection civile. Et cette direction-là
à une sous-direction de prévention des catastrophes, de prévention et des études. Alors, il eût été normal, dans une situation normale, le directeur de la protection civile devait être la personne clé. Dès lors que nous avions eu le premier cas, qui devait veiller, n'est-ce pas? Vous n'avez pas l'impression que ce directeur est vu sur le terrain? Oui, on ne le voit pas, on ne la voit pas sur le terrain. D'ailleurs, il semble que c'est une dame. On ne la voit pas sur le terrain. Et puis, quand les avions du 17 mars sont arrivés ici, c'est la direction de la protection civile qui devait être en première ligne. Parce que ça ne concernait pas les médecins. Et puis, le gouverneur, bien sûr, le gouverneur représente tous les ministres, mais il n'a pas un service de la protection civile au niveau des services des gouverneurs. Donc, le Douala étant la porte d'entrée du pays, la direction de la protection civile, logée au ministère de l'administration territoriale, devrait être la première institution qui devait se mouvoir et s'assurer que les avions qui ont atterri ont porté des personnes saines ou bien des personnes qu'il faut... Parce que cette direction a du personnel entraîné à gérer ce type de catastrophe, mais les moyens et puis s'occuper du confinement, pas le gouverneur. Le gouverneur a 1000 choses à faire. Donc cette direction est restée sans action et M. Atangandji, ministre de l'administration territoriale, n'a rien fait du tout. Aujourd'hui, il est en train de nous dire des choses que personne ne comprend, mais je dis que lui est la première personne qui a failli dans cette opération. Parce qu'il devait intervenir à travers la direction de la protection civile au début de l'opération et puis canaliser cette histoire. Vous voyez des pays comme le Sénégal, le Bénin, on vous dit, il y a des États qui ont 10 cas, 50 cas, mais nous sommes dans le peloton de tête. Parce que justement, ce ministère, le ministère de l'administration territoriale, a failli, et je crois que c'est le premier ministère, le ministère qui a le plus failli à sa mission. Et je crois qu'il faut le dire pour qu'il sache que la direction de protection civile n'a pas fait ça. J'accueille Jean-Robert Wafo sur ce plateau. Bonsoir. Vous avez lu ce texte du secrétaire général du service du Premier ministre, qui rappelle donc, entre autres choses, certains principes relatifs à l'organisation du travail gouvernemental. Première lecture, quel est l'élément pour vous qui saute aux yeux dans ce texte? D'abord, je constate d'emblée, au niveau des caractères, je note que c'est la première fois que dans une correspondance du secrétaire général des services du Premier ministre, que les mots Premier ministre, chef du gouvernement, c'est écrit en majuscule et en gras. Donc ça, c'est sur la forme. Ça veut tout simplement dire que, manifestement, le Premier ministre a repris la main. Il faut marteler, il faut bien mettre les phares là-dessus. Est-ce que je mets quiconque à défi de montrer une correspondance concernant le Premier ministre où on a marqué Premier ministre, chef du gouvernement, en gras. Docteur Luisa Issombanu nous dira tout à l'heure, puisque son travail de thèse de doctorat portait sur les services du Premier ministre. Je dis bien en gras et en majuscule. Quand on regarde également l'objet dit tout. Et j'ai toujours dit sur votre plateau que depuis, il n'y a pas que le Premier ministre, Joseph John Gouté, il y a également d'autres premiers ministres avant, mais avec le Premier ministre Joseph John Gouté, on avait l'impression d'une cacophonie gouvernementale. Chacun faisait ce qu'il voulait. On avait l'impression que la coordination n'existait que sur du papier. On avait l'impression que n'importe quel ministre pouvait se lever, n'importe quand, dire des choses, et puis l'autre vient le contredire après. J'en veux pour preuve les événements qu'il y a eu, je crois que c'était en Gabou, où on a vu un communiqué, n'est-ce pas, du porte-parole. Du ministre de la Communication. D'abord du ministre, non, d'abord du porte-parole de l'armée. D'accord, oui. C'était en matinée. Dans l'après-midi, on a vu un communiqué, n'est-ce pas, du ministre délégué à la présidence en charge de la Défense. Et le lendemain, il y a eu une autre conférence de presse du ministre de la Communication. Tout ça, et avec des versions pratiquement contradictoires sur l'essentiel. Voilà, tout au moins sur le déroulé des événements. Et puis, j'ai également en mémoire la tournée du Premier ministre Joseph John Gouté, 2 mois après sa prise de fonction, où il est allé dans les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il a rencontré, n'est-ce pas, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, et puis, lors d'une rencontre avec la délégation du SDF, il avait fait état de ce qu'il était porteur, n'est-ce pas, d'un message présidentiel qui annonçait la tenue du grand dialogue. Immédiatement, le lendemain, on a vu tout un ministre de l'administration territoriale, cette fois-ci aller dans une chaîne étrangère. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le Premier ministre avait dit que le dialogue portera
surtout sauf sur la sécession. Le lendemain, on a vu, n'est-ce pas, le ministre Atangandji aller sur une chaîne étrangère, en l'occurrence France 24, tacler le Premier ministre. Je dis bien tacler, j'utilise, et le thème n'est pas fort, en disant que le dialogue portera surtout sauf sur la forme de l'État. Il n'a jamais été recadré. Bon, ben maintenant, quand on lit la correspondance du secrétaire général des services du Premier ministre, qui s'adresse à qui? Ministre d'État, ministre délégué, secrétaire d'État, avec copie au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Ou, donc, correspondant dans laquelle il mentionne un certain nombre de principes. Oui, restons sur la forme, parce que je voudrais que les gens réagissent. On entre dans le fond. Donc, oui, avant, on a dit que quand on regarde cela, on se rend compte que quelqu'un a dû dire que la récréation est terminée. Et on ne va pas me dire, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont une petite idée, n'est-ce pas, du sérail gouvernemental, on sait très bien que les gens arrivent là-bas par la cooptation des réseaux. C'est la raison pour laquelle vous voyez des gens faire n'importe quoi. Celui-ci monte, il dit n'importe quoi, machin et tout. On ne me dira pas que c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui a donné cette instruction de recadrage. Il y a certainement quelqu'un qui l'a fait. Et cette personne, de mon point de vue, c'est le président de la République qui a certainement signé la fin de la récréation. D'accord. Et c'est bien. Arrêtons-nous là-dessus. Et je dis, c'est bien de mettre fin à cette cacophonie. Qui laissait transparaître qu'il y avait un cafouillage. C'est bien compris. Même pas seulement dans les prises de décision, mais également dans les prises de position publique, notamment dans les communications ministérielles. Le rôle du Premier ministre, Jean-Robert Wafwa, est si bien égrené à un certain nombre de dysfonctionnements antérieurs à la situation actuelle. Est-ce que déjà dans le cas d'espèce, puisque il faut faire le rapprochement du communiqué et la pandémie en cours, y compris au Cameroun et dans le monde entier, est-ce que c'est le rôle du Premier ministre qui est remis en question lorsque chaque ministre fait comme il veut, quand il veut? Justement, j'ai évoqué tout à l'heure l'idée de ce que le gouvernement est coiffé par un chef du gouvernement. C'est-à-dire que depuis la révision du 23 avril 1991, qui restaure le poste de Premier ministre, vous savez qu'il avait disparu en 1984 sous Ariane Luc, depuis que ce statut est restitué à la faveur de cette réforme du 23 avril 1991, le Premier ministre est chef du gouvernement. Parce qu'avant ça, c'était le Premier ministre de la République, mais il n'était pas fait mention de chef de gouvernement. Et ça fait donc le sort que les missions du Premier ministre sont déclinées depuis déjà l'article 11 de notre Constitution jusqu'à l'article 12 alinéa 5. Je ne vais pas commencer à les énumérer ici, mais de manière globale, le Premier ministre a pour mission fondamentale d'appliquer la politique générale et matérielle définie par le président de la République en son article 7 de la Constitution. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le Premier ministre coordonne l'action gouvernementale. Et à partir de là, c'est une de ses missions constitutionnelles les plus considérables. Et à partir de là, le seul point où le bas blesse, c'est simplement que ce gouvernement, qui devait être homogène, est en fait hétérogène. C'est-à-dire, il y a des ministères qui dépendent directement de l'autorité du président de la République. Le ministère des Relations extérieures, de la Défense, le Conseil supérieur d'État, et bien tout. Mais par rapport au ministère, par exemple, de l'administration territoriale, c'est un ministère qui est sous l'autorité directe du Premier ministre. Ça veut donc dire quoi? Cela veut donc dire que les différentes instructions générales qui recadrent l'activité gouvernementale est bien claire. Je vous ai évoqué, sont clairs, je vous ai évoqué les deux éléments qui structurent le fonctionnement d'un gouvernement, le principe de solidarité et le principe de collégialité. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le ministre Atangandji, par exemple, aujourd'hui, qui interdit, qui demande à une banque de sceller des avoirs d'un parti ou d'une personne, mais on se rend bien compte que dans le cas de l'espèce, il agit dans un domaine qui n'est pas le sien, parce que c'est un domaine qui est révélé soit au ministre des Finances, soit à la COBAC, soit au ministre de la Justice, ce qui peut arrêter des transactions financières dans une banque. Vous voyez également que lorsqu'il s'exprime... Non, pas l'objet qui est évoqué pour justifier l'arrêt de ces transactions ou pas? Justement. Parce que si le ministre Atangandji s'appuie sur levée de financement pour des objets qui ne sont pas maîtrisés, est-ce que ça lui donne le droit ou pas non, pas du tout. Au nom de la protection de l'État, pas du tout. Nous devons le faire? Non, pas du tout. Il y a tout un ministère des Finances. S'il y a une transaction financière
financière qui est illégale, cette compétence incombe directement au ministère des Finances ou à la COBAC ou au juge qui peut demander l'arrêt des transactions. Autre chose, je voudrais finir par là, convenez avec moi que il y a donc une cacophonie, comme le disait Jean-Robert Wafo tout à l'heure, et il fallait que par ses pouvoirs, par ses moyens, le Premier ministre restaure d'abord son autorité. Et je voudrais vous dire que, convenez avec moi, le président de la République a toujours donné raison à son Premier ministre. C'est-à-dire tous les ministres qui ont eu des attitudes irrévérencieuses à l'endroit vis-à-vis du Premier ministre ont été sanctionnés. Amatou Mouna, Biiti Biesam, Abba et bien d'autres. Aujourd'hui, je pense que l'attitude du ministre Atangandi vise à, j'allais dire, effriter l'autorité du Premier ministre. Et je pense qu'aujourd'hui, la mise en gras des chefs du gouvernement va certainement recadrer l'attitude de ce ministre de l'administration territoriale. Alors, il y a dans ce texte un rappel de l'obligation de soumettre au visa administratif, par exemple, préalable avant leur signature par les ministres concernés de projets de textes à caractère réglementaire. Emmanuel Kounié, je m'adresse à vous. Est-ce que cela ne va pas alourdir les procédures quand on sait qu'en même temps, l'opinion publique demande à ces ministres de rendre compte avec beaucoup de célérité sur des dossiers sur lesquels ils travaillent. Prenons le cas du coronavirus où on a besoin d'être informé jour après jour de l'évolution. Est-ce que ces dispositifs ne vont pas alourdir le processus de prise de décision et de publicité autour des actes posés par le gouvernement? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les visas, il y a le juriste qui est là, il vous parlera des visas administratifs. Il y a des textes qui réglementent les visas. C'est tout un cours, n'est-ce pas, de droit administratif. Donc, quand on parle de visas administratifs, si les ministres sont permis de produire des textes qui nécessitent des visas du Premier ministre sans obtenir ces visas, ça veut tout simplement dire que le pouvoir était dans la rue. Ça veut dire qu'il n'y avait même plus de gouvernement. Parce que le visa administratif est un aspect très important dans l'administration. Il y a des textes que vous ne pouvez signer que quand vous avez obtenu, n'est-ce pas, le visa du Premier ministre. Il y a des visas administratifs, il y a même des visas de transit, il y a plusieurs types de visas. Donc, si les gens ont oublié tout ça dans ce gouvernement, c'est qu'on ne parle de cacophonie, mais il n'y a même plus que la cacophonie, il y a même la rébellion. Il y a même la rébellion dans cette affaire. Donc il faut... Non, c'est une rébellion. Rébellion ne veut pas dire rébellion au sens... C'est pas toujours prendre les armes. Il y a même la rébellion. Parce que vous ne pouvez pas être ministre. Non, je partage son point de vue. Vous pouvez être ministre, vous prenez un arrêté qui nécessite un arrêté peut-être portant nomination d'un certain nombre de personnel, dont vous n'avez pas qualité de le signer sans obtenir le visa du Premier ministère, et vous le signez, vous le mettez dehors, ça veut dire... Mais il y a eu cette cacophonie de 24 heures avant sur un texte attribué au ministre des enseignements secondaires qui parlait d'une rentrée scolaire le 20 avril. Certains l'estimaient authentique, d'autres non. Et après, on a estimé, Jean-Robert Wafo, qu'il y a eu un rétropédalage autour de cette affaire. Est-ce que ce n'est pas ce type de décisions qui sont visées par ces visas? Non, mais qui vous a dit que ce n'est pas le type de décision qui doit être donc requérir ce visa? Le calendrier des examens. Il faut bien le visa du plus dur. Bref, du moins, la loi portant organisation des examens a fait l'objet d'un décret du président de la République. Et qui incarne la coordination gouvernementale, c'est le Premier ministre. Vous voyez, et vous faites bien d'évoquer cet arrêté conjoint. Mais je suis tombé des nues. Ceux qui défendent ces deux ministres font état de ce que l'arrêté était dans le circuit, mais sauf qu'on leur réplique que c'était sur le site du ministère des enseignements secondaires. Et puis après ils disent non, mais c'est quelqu'un de malveillant l'arrêté a fuité. Qui aurait fuité. Mais écoutez, fuité quoi? Un texte signé. Fuité quoi? Un texte signé. Le visa préalable, quand le Premier ministre, il fait bien de rappeler, il parle de visa préalable avant la signature par les ministres concernés. Le Cameroun est le seul pays au monde où un document qui requiert le visa préalable du Premier ministre est acheminé au Premier ministre déjà avec la signature et le cachet des ministères sectoriels concernés. Mais dans un pays normal, il devrait démissionner. Ça, il n'y a rien à faire. C'est une faute lourde. Non seulement c'est une faute lourde, et je consens avec M. Emmanuel Kounié, c'est une rébellion. Il faut le dire. Parce qu'ils vont vous dire, bon, voilà, ça a fuité. Est-ce que le président de la République, par exemple, peut leur demander de soumettre à son appréciation peut-être un document quelconque et ces ministres se permettent de signer avant d'envoyer au président de la République? Non.
Ça veut tout simplement dire qu'en fait, le pays est constitué, c'est les réseaux. Ça, il faut le dire clairement. C'est des réseaux. Chacun sait comment il y est arrivé. Chacun sait qui il doit en priorité servir. Et il se trouve tout simplement que le Premier ministre a été pondéré, il a longtemps attendu, mais tout le monde pouvait percevoir sa gêne, parce que j'étais au grand dialogue. Il y a des choses que j'ai constatées là-bas que la décence m'interdit donc de révéler ici. Mais je me dois la vérité de dire qu'il y en a qui ont freiné des 4 fers pour que le dialogue ne se tienne pas normalement, pour que le grand dialogue ne se tienne pas normalement. Puisque le Premier ministre, Joseph John Gouté, 2 fois par jour, et parfois même 3 fois, il revenait au palais des congrès. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, je vais dire, il faudrait que ça cesse. Mais les gens oublient une chose. C'est quoi? C'est que le président de la République a lui été Premier ministre. Donc, il connaît bien la il a certainement vécu des humiliations de la part de certains ministres du temps où il était Premier ministre. Et ce qui se joue là, actuellement, tous ces coqs en genre, ces tacles par derrière, mais c'est l'après-bière. Il faut le... Non, écoutez, Madame Carole, j'assume ce que je dis. C'est l'après-bière. À partir du moment, dès qu'un réseau se rend compte que vous êtes dans les bonnes grades, ou alors que vous êtes en train d'être bien, ou alors que vous êtes en train de faire l'effort de travailler, immédiatement, la machine se met en marche. Et des réseaux, même parfois, s'assemblent, c'est-à-dire que font fusion pour vous foudroyer. Donc, c'est des intérêts personnels et rien à voir avec l'intérêt des populations et la lutte contre le coronavirus et tout le reste. Mais sinon, qu'est-ce qui peut justifier, Carole Yémelon, vous qui êtes une journaliste de qualité, qu'est-ce qui peut justifier que des ministres prétendent envoyer une correspondance au Premier ministre et visent eux-mêmes au préalable? Ça peut être la méconnaissance des textes, lui. Non, mais écoutez, à ce degré de responsabilité... Oui, c'est possible. Non, mais il y a des départements juridiques là-bas. Il y a peu de départements juridiques. Bon, pourquoi c'est seulement maintenant? Pourquoi pas? Pourquoi avant il y a peut-être c'est plus visible maintenant et qu'il y en a eu avant. Non, ils ont cru, je vais dire, à la réalité. Ils ont confondu la pondération manifeste du Premier ministre John Gouté à de la passivité. D'accord. Et malheur en a pris. Et j'espère que le reste suivra. Comme on l'a constaté en 2002, où on a vu le ministre Augustin Konchou-Komeni, ministre d'État, et le ministre Edouard Akame-Foumou, qui allait même en congé, sans que le Premier ministre Mafani Moussonguer ne soit au courant. Merci. Et on sait bien ce qui leur est arrivé et on espère que ce sera la même chose. Merci. Luison Isomba, dans le même texte, il y a un point qui est spécifique à la communication gouvernementale où le secrétaire général des services du Premier ministre précise que les membres du gouvernement doivent faire preuve de retenue et de prudence dans leur communication écrite ou à l'occasion de leurs interventions orales sur les problématiques relevant de la politique gouvernementale en général et de la riposte contre le Covid-19. À qui s'adressent, selon vous, ces directives précisément? Mais, Carole Melon, c'est connu de suite. On va pas lire dans une boule de cristal. Tout cela s'adresse au ministre de l'administration territoriale. Je dois vous avouer, nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans une république bananière où chacun peut venir faire son one-man show. Où à un moment donné, chacun peut croire que nous sommes sur la cour du roi Péto. Non, nous sommes dans une république qui est structurée en test, qui est structurée dans les usages administratifs. C'est la raison pour laquelle je voudrais revenir sur le visa, pour vous indiquer que en droit administratif, et même dans la théorie des actes administratifs, le visa est considéré comme une procédure substantielle, sans laquelle l'acte pris ne peut entraîner ses effets de droit. C'est-à-dire l'acte ne peut pas être valide s'il n'y a pas le visa. Je prends un exemple. Si le ministre Atanga dit non, par exemple, fait une proposition de nomination dans une des directions de son ministère, il faudrait le visa du Premier ministre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce visa, c'est la raison pour laquelle l'acte monte, n'ayant pas déjà préalable la signature d'Atangandi. C'est-à-dire que l'acte monte et attend que celui-ci soit martiné du visa
du Premier ministre il qui y va donne pour dans son le accord. contenu d'une adresse Oui. à l'opinion publique nationale et internationale. Oui. C'est-à-dire que si le ministre doit organiser une conférence de presse, la conférence doit porter le visa du chef du Oui, gouvernement. c'est-à-dire qu'on va y arriver. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, les visas ne rendent pas lourd le fonctionnement de l'administration. Au contraire, ça permet aux supérieurs hiérarchiques de coordonner l'activité du gouvernement. Parce que si, comme Jean-Robert Waffollet dit tout à l'heure, si tout ministre peut se mettre là et il signe une décision qui surprend le Premier ministre ou qui surprend le président, parce que vous savez que même les actes... Ça peut accentuer l'incohérence. Oui, c'est pas l'incohérence gouvernementale. C'est la raison pour laquelle même les actes du Premier ministre, pour certains d'entre eux, reçoivent le visa du président de la République. S'il n'y a pas ce visa, l'acte est considéré comme étant nul puisque le visa est une procédure substantielle. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire réellement que Mme Caroline Melon, le Premier ministre, venait de marquer son autorité et de procéder à un recadrage pour le bon fonctionnement de l'institution gouvernementale. J'ai indiqué tout à l'heure que l'une des missions du gouvernement, c'est d'appliquer de manière matérielle la politique définie par le président de la République. D'accord. Et si des ministres, permettez que je chute par là. Pardon, oui, parce que... Oui. Alors, ça dit que chaque ministre donc a l'obligation d'exercer des compétences qui relèvent de leur propre ministère et non de sortir hors de ce cadre, parce qu'on nous dit très souvent, qui toi embrasse est condamné à mal étreindre. Jean-Robert Wafo, je viens à vous, Emmanuel Kouné, parce que je voudrais que vous partagez l'expérience du ministre de l'Information et des médias que vous êtes au sein du SDF, parce que dans ce courrier, le Premier ministre précise qu'en tout état de cause, le ministre de la Communication doit être étroitement associé dans la mise en œuvre des initiatives médiatiques conduite par les administrateurs sectoriels. Est-ce que ce ministre de la Communication a été très longtemps mis de côté dans la prise de parole de ses collègues du gouvernement? Mais si c'est inscrit dans ce texte, ça veut dire que c'était le cas. Est-ce que n'importe quel ministre pouvait se lever un jour et puis aller faire une déclaration, parce qu'il faut savoir une chose. Sans la présence du quand ministre de la un ministre Communication. fait une déclaration, logiquement, ça devrait engager l'ensemble du gouvernement. Oui. Parce que ça, c'est clair. Il n'est pas ministre, je ne sais pas, de sa famille, il est ministre du gouvernement. Il était de bon ton que le Premier ministre recadre la communication d'abord autour du ministre de la Communication. Et puis, il me souvient que le ministre René Sadi, a eu tellement de peine au point où il était obligé, lui-même, malgré deux communications antérieures, de venir lui-même faire une communication pour recadrer. Et parfois, le ministre de la Communication fait une communication, ça c'est pour répéter, et puis après, il y a une autre communication qui vient carrément balayer tout. Non, il était temps que ça cesse. Parce que ce que je vais vous dire, Carole Limelon, quand je vous ai dit que c'est... il y a des ministres qui sont en train de jouer leur partition pour l'après-Biya. C'est clair. Parce qu'on ne va pas me dire qu'un ministre tout simple, un ministre qui est là dans le gouvernement, peut aller tacler, n'est-ce pas, le premier ministre chef du gouvernement sans avoir un appui quelconque donc dans un autre lieu au-dessus de la primature. Là, c'est déjà les luttes politiques et non administratives. Mais bien sûr, mais écoutez, et si vous voulez que j'aille un peu plus loin... La lutte politique, elle est importée dans le champ administratif. Il faut dire des choses clairement. Voyez-vous, le mode de circulation et de promotion de l'élite gouvernante au Cameroun obéit à deux critères principaux, ou alors à deux leviers principaux. Il y a les macro-équilibres régionaux, et il y a les micro-dosages ethniques. Depuis un certain temps, on a constaté que la primature oscille entre le nord-ouest et le sud-ouest. Je le dis clairement. Et puis, ils se reconnaîtront. Alors, le Premier ministre Joseph John Gouté était manifestement celui qu'on attendait le moins à ce poste. Alors, vous comprenez très bien que ceux qui guettent ce poste ont intérêt à ce qu'il échoue. Et faire échouer quelqu'un, il y a des tacles qu'on peut faire, donc il y a des coups qu'on peut dessous, donc qu'on peut donner en dessous de la ceinture, tout comme il y a des tacles irréguliers qu'on peut faire en public. Et là, en permanence, le Premier ministre John Gouté a fait l'objet des tacles
irréguliers en public. C'est compris, vous l'avez déjà dit. Non, je vais chuter. S'il vous plaît, 20 parce que secondes quand pour je parle, chuter, je vous en prie, Jean-Robert. Parce que quand il faut pas oublier une chose. Ces gars-là sont très calculateurs. Ils savent. C'est-à-dire, le Cameroun est comme cette grande forêt-là. Donc aujourd'hui, ça c'est ce qu'ils considèrent, hein, où le baobab est au centre de la forêt. Et pour eux, le baobab peut tomber du jour au lendemain. Et autour de ce baobab, chacun est derrière un arbre, caché. Et c'est là où vous comprenez que ceux qui sont là présentement, pour la plupart, c'est vrai qu'il y a des fidèles, c'est vrai qu'il y en a qui sont prêts à tout, mais il y en a qui sont cachés derrière un arbre et qui n'attendent que le grand soir. Merci. Et le grand soir, alors, quand le baobab va donc tomber. Donc je dis qu'il faut faire très attention. Le recadrage est normal et j'espère. C'est compris. Et j'espère. Je viens à vous dans vos espérances. Je viens à vous. Emmanuel Kouni, maintenant que le recadrage a été fait, qu'est-ce que vous attendez? On est quand même en pleine pandémie. On a plus de 700, on aura le chiffre exact tout à l'heure après le point du jour du ministère de la Santé. Maintenant que le recadrage est fait, qu'est-ce que vous espérez dans la suite de cette lutte? Pas grand-chose. Moi, je ne m'attends pas à grand-chose. Je ne m'attends pas à grand-chose parce Finalement, que... ça aura servi à rien. Oui, ça ne servira pas à grand-chose. Je m'explique. Parce qu'on est allé très loin. On est allé très loin. Vous parlez de la communication gouvernementale. Il y a des ministres de la République qui, par exemple, quand le professeur Kamto prend une position, ils sortent de toutes parts. C'est-à-dire que le ministre du Travail monte au créneau, le ministre de l'Enseignement supérieur monte au créneau. Alors, est-ce que tout ça, c'est la communication gouvernementale? Ça vient dans tous les sens et tout le monde prend la parole. Le ministre Atangandi pond des correspondances et je suis sûr que chacun y va de sa part, joue sa partition. Et comme a dit Jean-Robert Wafo, le Premier ministre ne peut pas coordonner tout ça. Il y a d'ailleurs certains membres du gouvernement qui se retrouvent avec nous sur les plateaux. Il y en a même un qui est allé parler d'Israël et tout ça dans une cacophonie extraordinaire et le ministre était obligé de sortir, le ministre de la communication. Ça, c'est le champ politique. Oui, mais tout cela, ça rentre dans la coordination administrative et la lutte contre le coronavirus. Ça rentre dans la cacophonie dont on parle. Et le ministre de la communication était obligé de sortir pour dire que ce qu'il disait n'engageait pas le gouvernement. Donc, on est allé très loin dans cette affaire-là. Est-ce que là où on est, ces gens peuvent revenir en arrière pour être ça, pour prendre de postures acceptables et que le gouvernement puisse être un gouvernement qui peut parler d'une seule voix? Je doute parce que quand M. Atangandi prend sur lui de demander de fermer un compte, que vous le vouliez ou pas, il sait pertinemment qu'il n'a pas prérogative de le dire. Et puis, il le fait quand même et il sait qu'il ne pourra pas s'en sortir parce que si la banque ose le faire, elle s'expose. Parce que si la personne qui a ouvert le compte provoque un contentieux, ça ira jusqu'à Abidjan, il y aura des, comment vous appelez encore, des dommages et intérêts, et la banque risque de payer très cher, et pour cela, la banque ne va exécuter de telles ordres. Donc lui, il pense qu'il peut tout faire, et quand on a affaire à des personnes de cette nature, on a des difficultés. Je crois que le Premier ministre Dion Ngouté a fait ce qu'il a fait, pour dire après, comme les enfants, quand vous faites la bagarre, il lève les bras, il dit, vous voyez, je n'ai pas donné le coup, moi j'ai dit ce qu'il fallait dire. C'est tout ce qu'il veut. Moi je crois que c'est... Jean-Robert Wafo, qu'est-ce qu'il faut attendre maintenant que le recadrage est fait? Tout le monde se remet au travail et on se serre les coudes pour cette lutte contre le coronavirus. Mais d'abord, je prends acte de ce que le Premier ministre a répondu favorablement à l'appel du SDF, qui demandait une union sacrée, qui a demandé une union sacrée autour, donc dans la lutte contre cette grande faucheuse. Parce que nous avons demandé dans notre communiqué daté du 23 mars que nous avons appelé le gouvernement de la République à réunir tous les acteurs politiques, civils, de la société civile, ainsi que les autorités traditionnelles, même ecclésiastiques, qu'on se mette ensemble et qu'on trouve des solutions pérennes et consensuelles. Bon, il a répondu à cela, puisque nous avons été consultés hier. Qu'est-ce que vous avez proposé d'ailleurs? Non, mais écoutez, je ne vais pas ici, n'est-ce pas, détailler nos propositions, mais déjà, le plus important, puisque nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas nous substituer aux acteurs de la santé, nous avons juste demandé, comme contenu dans notre communiqué, que le président de la République, par exemple, par ordonnance, relève donc prenne un certain nombre de mesures. Parce que, voyez-vous, le problème qui se pose, Carole Limelon, c'est que j'ai comme impression
que le gouvernement est en train d'appliquer la méthode du fameux Charles Pasqua. Quand il y a une affaire qui est embarrassante, on crée une affaire dans l'affaire. Et quand on ne parvient pas toujours à éclipser la principale affaire, on crée une affaire dans l'affaire de l'affaire. Quand le président Maurice Kamto fait sa sortie, mais tous ceux qui interviennent là ne vont pas me dire qu'ils ont oublié que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Mais pourquoi ils interviennent systématiquement? C'est pour créer le buzz, pour que les Camerounais essaient un peu d'oublier, pour faire diversion contre le problème fondamental qu'il y a au Cameroun, à savoir la lutte contre le Covid-19. Est-ce que ça arrive à vous divertir, vous? Mais ça n'arrive pas à nous divertir, mais allez un peu, et regardez un peu les commentaires dans les réseaux sociaux et même sur plusieurs chaînes de télévision. On assiste à une sorte de ping-pong entre deux acteurs. Il y a un qui est manifestement en panne d'inspiration, qui n'a que mis 1 milliard de francs CFA dans le fonds spécial, alors que dans d'autres pays, on a observé que la Côte d'Ivoire, par exemple, a mis 1700 milliards de francs CFA. Il y a, je crois, c'est le Niger, je crois, c'est 500 milliards de francs CFA. Il y a des ministres, je crois, c'est au Burkina, qui ont dit qu'ils vont mettre une partie de leur salaire dans la lutte contre cette grande faucheuse. Mais au Cameroun, on devrait être en train de questionner pour ce fonds de solidarité, pourquoi on n'a mis que 1 milliard de francs CFA. Alors que... À la dimension des besoins, alors que... Non, mais écoutez, à quelle dimension de besoins? C'est les besoins d'un quartier. Le Cameroun, c'est 475 000 km². Est-ce que vous avez évalué les besoins pour faire un Il ne nous incombe pas d'évaluer les... la santé donc les besoins édictés par le gouvernement et chiffrés à milliards sont minimes ou sont majeurs, alors que vous n'avez pas fait une évaluation. Nous avons demandé que les populations respectent les 13 mesures édictées par l'OMS et reprises par le gouvernement de la République. Oui. Et nous avons demandé qu'il y ait une union sacrée autour, n'est-ce pas, de la lutte contre le coronavirus. Parce que le coronavirus ne frappe pas en fonction de l'appartenance politique. Exact. Ne frappe pas en fonction de l'appartenance religieuse ou bien ethnique. Ça peut frapper tout le monde. Et nous avons demandé que, ok, il appartient au gouvernement, n'est-ce pas, par le fait que la santé est une de ses missions régaliennes, de prendre des mesures adéquates qui s'imposent. Bon ben maintenant, alors qu'on devrait être logiquement en train de se poser la question de savoir pourquoi on n'a mis que 1 milliard de francs CFA, est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme qui permette qu'on puisse lever autant, donc plus que cela, on nous amène ailleurs. D'accord. C'est une méthode, parce que quand je parle de lever les... Non, écoutez, Carole Limelon, on a une phase sérieuse. Est-ce que vous savez que dans la loi des finances 2020, les articles 51e et 53e et 58e permettent au gouvernement, n'est-ce pas, de lever d'abord 51e, par l'émission des titres publics, notamment les bons de trésor, dans des conditions garantissant la souveraineté économique et politique du pays, de lever des montants pour un plafond de 320 milliards de francs CFA. Et l'article 53e... Terminez là-dessus. Laissez-moi finir. Vous allez... Parce qu'il faut que les autres Oui, mais vous allez comprendre. Même si je ne parle plus après, il n'y a pas de problème. Vous parlerez après. L'article 53e dit que le gouvernement est autorisé à contracter des emprunts concessionnels de l'ordre de 300 milliards de francs CFA et des emprunts non concessionnels de l'ordre de 350 milliards de francs CFA. Donc pour un plafond qui n'excède pas ça. Mais l'article 58 dit que le président de la République, par ordonnance, peut relever les plafonds contenus dans les articles 51 et 53. Mais c'est ce que vous avez demandé. Quand on met donc 1 milliard de francs CFA, c'est pour faire quoi? Et maintenant, on est en train de discuter sur 360... C'est 300 millions de francs CFA? Près de 400. Oui, 400 millions de francs CFA. C'est compris. Qui n'est même pas la moitié de ce qu'on a mis là-bas. Mais vous comprenez que le gouvernement se sert de ça. Merci Jean-Robert Wafo. Pas tout le gouvernement, mais il y a des périphéries qui se tiennent de ça pour faire dans la diversion. Le recadrage est fait, vous avez insisté là-dessus. Le Premier ministre a repris la main, même s'il n'avait pas perdu avant cela. À quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent? Non, dans les jours qui viennent, l'ordre va régner. Et je dois vous avouer, permettez-moi de refaire un rétropédalage pour dire en effet que
les sorties que nous faisons ce soir, surtout pour nous autres qui sommes sur le plateau, visent à revaloriser notre gouvernement. Il ne s'agit pas d'assister à un rite sacrificiel du gouvernement ici. Non, nous faisons justement des analyses dans le sens de revaloriser notre gouvernement. Parce que sans le gouvernement, le président n'est rien, puisque c'est ce gouvernement qui implémente de manière matérielle et pratique cette politique définie par le président de la République. J'indiquais que le Premier ministre doit donc, à partir de ce recadrage, ça va permettre de restaurer son autorité. Parce qu'on se rend compte que, bien avant, tout à l'heure, Jean-Robert Wafoe, vous connaissez certainement l'affaire, Edouard Akamo Foumou, qui est parti hors du pays sans autorisation du président. Parce que la circulaire, ou du moins l'instruction générale, précise ça. C'est-à-dire que les ministres de la République, jusqu'à samedi à midi, doivent rester au niveau de la capitale politique. C'est clair dans les textes. Et tout ministre qui veut engager une sortie hors du territoire de l'État, hors de la capitale politique, doit au préalable avoir l'autorisation primo-ministérielle. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que ce test de recadrage vient réaffirmer l'autorité du président. Et je l'ai indiqué tout à l'heure de manière prologuminale que tout ministre désormais qui va contrevenir, qui va se mettre en opposition de ce rappel à l'ordre, je suis certain que verra tomber sur lui toute la sévérité du président de la République qui a toujours donné raison à tous ceux qui veulent s'attaquer directement de fond à son Premier ministre. Et maintenant, sur l'aspect de front des partis politiques, Jean-Robert Wafoe l'a évoqué tout à l'heure, le SDF a été concerté, le PCRN aussi, et un certain nombre de partis politiques. Que peuvent les partis dans un contexte pareil? Oui, c'était d'ailleurs une erreur. Vous savez, le gouvernement, face à une telle pandémie mortifère et mortelle, qui ravage sans précédent, ne pouvait pas aller tout seul dans ce combat. D'où donc la nécessité de mener un petit goupré en s'appropriant les services justement des partis politiques de l'opposition. Parce qu'en réalité, ici, quand un Camerounais meurt, ce n'est pas un Camerounais du RDPC, ce n'est pas un Camerounais du SDF, ce n'est non plus un Camerounais du MSC, non, c'est un Camerounais. Et vous savez que tout Camerounais, tout citoyen qui meurt, c'est toute la planète qui pleure. Ça veut donc dire simplement que pour cette mission, pour cette lutte contre le coronavirus, il était de bon ton que ces mesures soient prises de cette manière, c'est-à-dire associer toutes les forces vives de l'État qui sont mieux, même capables de contribuer au même titre que de l'État, de juguler et de lutter contre cette pandémie aujourd'hui qui fait du mal. Et justement, les chiffres de ce soir sont tombés, 17 nouveaux cas, 37 nouvelles personnes guéries. Ça fait partie aussi de la stratégie, de la nouvelle stratégie de communication, insister sur ce qui semble être positif et un peu moins sur ces 800 de cas ou bien ces nombres de cas positifs égrenés au jour le jour. Messieurs, je vous demande de commenter. Je commence par vous, Emmanuel Kounié. Ces 17 nouveaux cas, ces 37 personnes guéries, ce sont des bonnes nouvelles? Bon, c'est des nouvelles, mais nous savons que cette pandémie, quand elle a sévi ailleurs, on a vu la progression. Et à un moment donné, ça a atteint un niveau d'incubation élevé et les gens ont commencé à mourir à l'appel. Moi, je crois que le gouvernement n'est pas en train de faire le travail qu'il faut. Parce qu'il faut des prédispositions. Il faudrait qu'on sente que le gouvernement est en train de lutter franchement contre cette pandémie. Il ne s'agit pas de faire des communiqués, il s'agit de faire en sorte qu'on puisse voir sur le terrain que des mesures sont prises et que les mesures sont appliquées. Parce que, et puis, quand il faut prendre des mesures, quand on a fini de prendre les mesures, il faut prendre également des mesures d'accompagnement et il faut également prendre des mesures de contrainte. Il faut que toutes ces mesures soient en place pour que, même dans les pays les plus développés, on a vu ces 3 étapes-là être mises en place. C'est-à-dire que les mesures sont prises, après il y a eu les mesures d'accompagnement et puis les mesures de contrainte ont suivi. Mais chez nous, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement et les mesures de contrainte, bien évidemment, ne peuvent pas suivre parce que quand il n'y a pas de mesures d'accompagnement, vous ne pouvez pas contraindre les gens à faire quoi que ce soit. Donc nous sommes dans cette situation où nous sommes en train de jouer au Ponce Pilate dans une affaire compliquée et on parle de 1 milliard. 1 milliard de francs, c'est de la plaisanterie tout simplement, excusez-moi le terme, mais vous ne pouvez pas, dans un pays de 25 millions d'habitants, avec une pandémie comme celle-ci où on voit comment elle ravage ailleurs, vous amusez à dire que vous avez fait une cagnotte d'1 milliard de francs. Encore que le décompte des dons est largement au-dessus de cela. Oui, les bien dons. Tenir compte Et de cela. s'agissant des dons, bon, moi je crois qu'il faut faire très attention par rapport aux dons.
Est-ce que vous pensez qu'il y a l'adhésion populaire à cet appel aux dons? Moi, je crois que... Vous répondez quoi? Non, vous voyez les entreprises se succéder à longueur de journée avec des chèques de 300 millions, 250 millions, vous allez regarder, c'est que c'est des entreprises, je suis obligé de le dire, des entreprises qui ont d'autres problèmes. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui ont d'autres problèmes à régler. Et je crois que la population n'adhère pas à ce projet. Parce qu'il y a une relation de méfiance entre le gouvernement et les populations. On a vu à d'autres occasions, l'État recevoir des dons des populations, même personne n'a jamais eu un compte rendu. Vous avez vu, même quand il y a des catastrophes, vous avez même les déplacés du nord-ouest, du sud-ouest, quand on va leur donner comment dirais-je, quand on va leur donner des coups de main, des dons, on ne nous dit pas qu'est-ce qui a été donné pour leur donner, qu'est-ce qui a été donné, qu'est-ce qui n'est pas donné. Il n'y a pas de compte rendu. Et c'est pour cela que les populations ne pensent pas que ce gouvernement-là, dans le contexte actuel, sauf si on va créer une structure à l'intérieur, une commission particulière à l'intérieur du gouvernement pour pouvoir gérer cette affaire-là. Si c'est les mêmes gens, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Et c'est pour cela que le professeur Maurice Kamto a pensé que dans la hiérarchie des valeurs, on ne peut pas mettre, n'est-ce pas, la loi au-dessus de la nécessité. Quand on est en guerre, vous ne pouvez pas penser que la loi doit être au-dessus de la nécessité de survie. Et quand les gens viennent nous réciter j'ai suivi certains juristes de dimanche raconter des tas d'histoires hier. Quand ils viennent nous réciter ce que j'ai entendu hier sur certains plateaux, je suis juste dépassé. Merci. Donc, s'il vous plaît, ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement doit prendre la mesure du problème et le gouvernement doit comprendre qu'il doit mettre plus de moyens. Et s'agissant des prêts et des prêts, ce gouvernement a tellement prêté et a tellement dilapidé que les levées de fonds sont possibles. Mais nous avons un budget, un produit intérieur brut de 23 milliards. On a une dette de 9 200 milliards, c'est-à-dire près de 40% du PIB. Et puis, nous avons des mauvaises dettes, ce qui fait que le service à la dette dans notre budget pèse sur le budget. C'est le quart du budget qui est utilisé pour le service à la dette. Donc, ils sont coincés parce qu'ils n'ont pas envie d'aggraver la situation. Donc, merci beaucoup. Il faudrait réfléchir autrement. Et nous pensons que d'autres personnes ont trouvé des réflexions. Je reviens à vous. Jean-Robert Wafo, il y a quand même de nouvelles mesures qui sont mises en place dans la lutte contre le Covid-19. On parle d'un port systématique de masques obligatoires même à partir de lundi prochain dans les transports publics. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été ainsi durcies, on va le dire comme ça. Est-ce que cela arrive à point nommé et quel est votre regard sur cette nouvelle orientation du gouvernement? Non, mais il y a des bonnes et des mauvaises mesures. La bonne mesure qui peut rapidement être implémentée sans trop d'efforts, c'est le port obligatoire des masques. Parce que voyez-vous, j'ai entendu des gens dire est-ce qu'on va obliger les gens de porter des masques et tout? C'est une question de santé publique. Il faut des mesures coercitives. Pourquoi ne pas, par exemple, pour le port des masques, mobiliser les forces de maintien de l'ordre et les dispositifs dissuasifs que l'on utilise régulièrement contre les manifestations de l'opposition pour contraindre les gens à mettre... J'ai entendu Jean-Michel Nietzsche dire ça. Je vous en prie, pour obliger des gens à mettre les masques. Parce que, voyez-vous, je suis un homme pragmatique et réaliste. Nous sommes tous au Cameroun. Pardon, je vous coupe pas, mais la gendarmerie était sur le terrain ce matin pour écoutez, vérifier mais avec quel dispositif que tout le monde avait son masque. Écoutez, avec quel... J'ai même vu une autorité de la ville prendre le mégaphone, aller dans un marché. Le dispositif dissuasif qu'ils ont l'habitude d'utiliser contre les manifestations de l'opposition, c'est le moment de le jet d'eau, par exemple. Mais qu'ils se baladent avec les camions citernes, par exemple. Ou alors le camion lance au que on appelle encore Mami Wata, mais pourvu que l'eau soit propre. Et ils se baladent en route. Et s'ils se rendent compte que vous n'avez pas le masque, on vous pulvérise avec un marché. On vous pulvérise avec de l'eau. On vous pulvérise avec de l'eau. Vous êtes obligé donc de rentrer à la maison. Le coût de transport aller et retour sera 2 fois le prix d'un masque qui coûte généralement 200 francs à 300 francs. Et là, ça va créer une prise de conscience populaire qui fera que même si vous sortez de chez vous et que par mégarde, vous avez oublié votre masque, dès que vous allez voir quelqu'un avec un masque, vous allez sursauter. Et là, vous violez les libertés pour la bonne cause. Il n'y a aucune liberté là-dedans. Alors, on va jouer, donc, laisser le libertinage, quitte à perdre près de 1 million de Camerounais. Non, c'est une question de santé publique et c'est une question de grande tueuse. Elle peut prendre tout le monde à n'importe quel moment. Voilà, par exemple, un mécanisme simple. Maintenant, les mauvaises mesures, j'ai vu sur ce qu'on appelle sur le télé, c'est le télé quoi là, où
ou sur la Les chaîne cours en nationale. Les cours à la télé? Les cours à la télé, mais vraiment, il faut cesser cette comédie. Mais il faut pas, c'est-à-dire, il faut pas déranger les Camerounais. Parce que ça n'obéit à rien. Cela participe de la discrimination sociale et de l'injustice sociale. Parce que ce n'est pas tous les élèves qui ont la télévision chez eux. D'autres, quand bien même vous l'avez, est-ce que vous avez de l'énergie électrique? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça met à mal le sacro-saint principe de l'approche par compétence qui est aujourd'hui appliquée dans l'enseignement. Parce que l'approche par compétence, c'est quoi? Ça suppose qu'il y a une interaction entre l'élève et l'enseignant. Et dans cette interaction, dans cet échange... Mais est-ce qu'il faut rester dans les bras croisés? Non, écoutez, ne sait pas à quel moment l'école va reprendre. J'y arrive. Et je vais vous dire pourquoi il s'empresse ainsi. Parce que tout est question également donc, de justifier des budgets. Et je vais vous parler de quel budget il s'agit. Alors, ça veut dire quoi? Le mettre dans les échanges, dans action, dans l'échange entre l'élève et l'enseignant, dans l'approche par compétence, l'enseignant, dont l'élève intervient au moins 60%. Mais vous allez à la télévision, l'enseignant pose la question et lui-même il répond à la question. Mais il y a un numéro court où les élèves envoient des questions. Non, écoutez, combien le font? Mais pourquoi pas? Et puis, je vais dire, il y a des pays... Qu'est-ce que vous proposez? Oui, Quelle est la solution? Quelle est votre solution? Quelle est votre solution à vous? Oui, ma solution c'est quoi? C'est que s'il faut, alors que la pandémie n'est pas encore totalement éradiquée, demandez aux élèves d'aller composer leurs examens. Mais imaginez-vous, un élève qui sait que le coronavirus est encore là, et vous lui demandez aussi d'aller composer un examen. Ça veut dire que mentalement, psychologiquement, il sera touché. De deux, il est établi que, rendu au deuxième trimestre, 80% des programmes sont déjà épongés. Or, les examens portent au plus sur 75% du programme. Alors, mais pourquoi ne pas considérer juste... Qu'il y a déjà matière à faire des examens. Mais pourquoi ne pas considérer... Non, mais on somme dans les résultats du premier trimestre et du second trimestre, et puis on fait donc passer les gens. Ça s'est fait, c'est en train de se faire en France. Le Canada également a donc suivi. Mais je vais vous dire pourquoi ils le font. Et c'est la raison pour laquelle ces ministres, au lieu d'attendre le visa préalable du Premier ministre, chef du gouvernement, rapidement, ils ont soumis le calendrier. Parce que vous allez voir, leur obsession, c'est de tenir les examens. Vous savez pourquoi? Les frais d'examen coûtent aux contribuables camerounais 5 milliards de francs CFA par an. Et quand ils vont organiser donc ces examens, ils vont vous dire que les cours par la télé ont coûté 1 milliard, 2 milliards de francs CFA. Or, ils vont justifier les dépenses. Il faut que ça cesse. Donc, je veux tout simplement dire quoi? Pour terminer. Il faudrait également qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Parce que, voyez-vous, le Cameroun est dans une situation, est obligé de faire un choix cornélien. Un choix difficile. Entre la croissance, si elle existe, et la contagion, je veux dire la contamination, ou le confinement et la récession assurée. Bon, maintenant, si on veut faire un confinement partiel, il faut des mesures d'accompagnement. Ce n'est pas avec 1 milliard de francs CFA qu'on doit prendre des mesures d'accompagnement. Que l'État s'asseye avec le secteur privé, qui est représenté par les GICAM, ECAM, etc. Qu'au niveau de l'éducation, par exemple, qu'on organise, donc on en profite pour organiser les états généraux de l'éducation, qu'au niveau des transports, que des mesures effectivement soient prises. Et puis, c'est le lieu ici pour moi. Puisque j'étais à Bafoussam, c'était avant-hier, j'ai vu par exemple la délégation départementale des transports de la MIFI. J'ai vu un travail remarquable qui était en train d'être fait là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait des contrôles systématiques, il y avait du dialogue. Vous regarde. Oui, écoutez, mais s'il est brillant et si l'antisémitisme se part, donc par rapport à d'autres, il vaut mieux l'encourager. Merci. Il vaut mieux que d'autres le suivent. Et puis,
Pardon, il faut que les autres prennent la parole. Et quand je l'ai appelé, ça c'est une confidence. Non, on ne se confie pas à 5 millions de téléspectateurs en même temps. Merci. Jean-Robert Wafo, je vous reviens. Je sais que le ministre Gallet Bibéen... Je vous reviens, vous allez réagir après. Je vais demander à Luzon Osomba également de commenter ces nouvelles mesures, notamment ce port obligatoire de masques dans les jours à venir. Est-ce que ce durcissement, c'est ce qu'on attendait pour pouvoir contrôler la pandémie quand on est déjà passé à une phase de contamination communautaire? Plus on martèle, plus il y a un nombre de cas. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas passer par le durcissement, y compris la restriction des libertés? Oui, en fonction des ravages que nous constatons, il est de bon ton justement que d'où la nécessité de renforcer ces mesures. Mais je dois quand même relever quelque chose pour ne pas être défaitiste ou pessimiste, qu'il faudrait quand même qu'il y ait une proportionnalité entre l'accompagnement et la prise des sanctions. Parce qu'on ne peut pas quand même croire que lors des élections, la préparation de la campagne, on peut distribuer 5 000 pains ou 10 000 pains aux autres, mais que l'État ne prenne quand même pas la charge de distribuer ne serait-ce que des petits jeunes. C'est pas l'État qui a distribué les pagnes, hein? Non, mais je dis c'est des partis politiques. Ah d'accord. Mais ça, pour dire que ce que les partis peuvent, non, Carole, faut pas faire semblant. Il y a un parti État au Cameroun. Bon voilà, mais vous croyez que eux, ils puissent cet argent là-haut? Mais donc, vous aussi, vous avez distribué les pagnes. En réalité. Ou pas? À ce niveau, il s'adresse à tous les partis politiques. Non, il s'adresse en fait au RDPC, au parti État. D'accord. En réalité, Carole Remelon, la sanction ne peut qu'être proportionnelle si on se rend compte que l'État a quand même marqué le premier pas. Je l'ai indiqué tout à l'heure, la mission principale d'un État, c'est de défendre et de protéger ses citoyens. Surtout pour une question de santé publique comme celle-ci, l'État devrait d'abord monter sur le créneau en distribuant des gels hydro... gratuitement? Oui, gratuitement. Gratuitement, parce que là, c'est une mission régalienne de l'État. Et maintenant, c'est vrai, qu'au-delà de cette mission régalienne de l'État, on ne doit pas perdre de vue qu'il y a quand même une responsabilité individualisée. Ce n'est pas parce que l'État ne l'a pas fait que le citoyen doit se dénier ou bien attendre la manne qui tombera du ciel. Mais vous êtes quand même d'accord pour le dispositif dissuasif pour le port des masques? Ne serait-ce que pour ça? Oui, non, pour ça, hein? Mais nous avons vu des images. Comme mettre les camions citernes. Nous avons vu des images, vous avez vu voilà. Quoi, en Inde. En Inde, où... L'Inde a 1,8 milliard d'habitants, New Delhi c'est 29 millions d'habitants. Donc c'est la population du Cameroun. À un moment donné, il faut passer au dispositif de dissuasion. Mais quand vous comparez, pardon, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. On ne peut pas dire que les morts, un mort ne veut pas un autre, mais on est quand même dans un pays où vous parlez des milliers de morts et au Cameroun, une douzaine de morts. Est-ce que c'est proportionnel à l'État? Emmanuel Kounié a dit que rien n'exclut que ça puisse... que donc le nombre de patients atteints puisse augmenter. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? La mesure la plus facile, est-ce que vous êtes arrivé de vous poser, Jean-Robert Wafo, est-ce que vous êtes arrivé de vous poser, d'observer l'évolution de la pandémie ailleurs et de superposer les courbes avec ce qui se passe au Cameroun? Puis se dit, finalement, où est-ce qu'on en est avec la gravité? Mais c'est parce qu'effectivement, on a passé le temps à observer. C'est parce qu'il y a eu une certaine forme d'indolence que ce virus est donc entré au Cameroun. Tout le monde aujourd'hui, 80% conviennent de ce que le fameux vol là, 17 mars. Oui, que c'est là où que c'est à partir de ce vol là que le virus a commencé à pénétrer au Cameroun. Mais avant le 17 mars, il y avait déjà des cas signalés au Cameroun. Petits cas. Il y avait des cas. Un cas, c'est un cas. Mais je dis, ça a commencé à prendre une vitesse de croisière terrible. C'était à partir on était à une dizaine de cas. Or, si le gouvernement de la République, plutôt que, n'est-ce pas, d'observer comme vous demandez qu'on observe, était allé directement au niveau de cet avion, on les contraint à entrer dans des véhicules et on les amène en confinement. Ça a été fait. Qui le veut ou pas? Non, mais non. Il n'y a pas de moyens pour le faire. Non, bon voilà, c'est ça le problème. Il y a des citoyens qui ont été placés dans des hôtels à Douala et à Yaoundé. C'est pas comme ça que ça se passe, madame. Plus de 2 semaines. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire dans le confinement? Ils sont partis. Quand il y a un confinement, mais à ce moment, il faut mettre les forces de l'ordre. Quand les gens se soustraient au confinement dans des hôtels en présence des forces de l'ordre, qui est-ce qu'on doit plaindre? Non, justement. C'est l'État ou c'est les individus? C'est les forces de l'ordre qui n'ont pas fait le travail. Et si les forces de l'ordre n'ont pas fait le travail, on sait pourquoi ils n'ont pas fait le travail. Oh, mais quand les gens sortent, ils voient les forces de l'ordre, ils s'entendent avec eux, ils s'en vont. Bon, voilà, donc, on ne doit pas. C'est le système qui ne fonctionne pas. Et je veux vous dire,
nous sommes pessimistes. Moi, personnellement, je suis pessimiste. Je suis convaincu que ce gouvernement ne pourra pas gérer cette calamité, cette pandémie. Vous êtes d'accord avec ça, Luzon et Somba? Oui, moi je pense qu'il faudrait davantage renforcer ces mesures parce que le port du masque, dit-on, est plus utile qu'autre chose à titre préventif. Exactement. Et c'est pourquoi j'indiquais tout à l'heure que... Plus utile et plus simple. Et plus simple. Et c'est pourquoi j'indiquais... À faire respecter. J'indiquais que, vous savez, le Camerounais est marqué par ce que j'appellerais la certitude du mort kilométrique. C'est-à-dire que c'est quand un voisin n'est pas tombé à côté de vous ou un de vos frères que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas prendre la mesure de la gravité de la chose. Je pense que le gouvernement doit rester vigilant dans la prise des mesures, dans le sens justement de protéger. Comme mais sur le plan individuel, le gouvernement, oui, il peut tout, mais en même temps, il y a des leaders et des personnes comme vous qui sont écoutés, qui peuvent s'adresser aux uns et aux autres. Oui, parce que tout incombe au gouvernement. Non, mais écoutez, il appartient au gouvernement, d'actionner fondamentalement le levier de l'union sacrée. Mais c'est ce qu'il a fait en vous recevant hier. Oui, mais écoutez, mais lui, il a fait en haut, mais est-ce que ce sera suivi en bas? Non, mais c'est pas parce qu'aucun parti politique ne peut seul aller dans la lutte contre le coronavirus, encore moins le parti État. Parce qu'il y a une défiance des populations, n'est-ce pas, vis-à-vis des élus locaux. Mais il faut le dire. Vous qui revendiquez, donc, ça veut dire quoi? Il faut. Des militants. C'est pour la raison pour laquelle je suis en train de faire des propositions. C'est la raison pour laquelle il faut associer tout le monde. Mais vous avez été associé, Jean-Robert Wafo. Vous avez dit tout à l'heure, si le sommet a déjà décidé, pourquoi la base fera ne vous impliquerait pas de la résistance? Pourquoi? Tout à l'heure, le premier thème parlait de quoi? Vous nous avez dit... Le premier thème parlait de quoi? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez été reçu par le gouvernement. Pardon, c'est encore moi qui pose des questions. En haut, nous avons... on est dans le sujet, Emmanuel Kounié. Le Premier ministre peut donc décider en haut. Oui. Mais il faudrait que, en bas, que des gens exécutent. Qui doit exécuter? Mais écoutez... Vous êtes présenté chez qui? Ça n'a pas été exécuté. Les détenteurs de la puissance publique. C'est-à-dire qui? Mais écoutez... Il y a des gouverneurs, il y a des préfets, il y a des maires de la prévention ici. Et puis, il faut associer le corps social. Je vous dis, c'est-à-dire que le corps médical, il faut les motiver. Parce que, voyez-vous, il y a des choses que moi, je ne peux pas dire. Si, je les rencontre. Mais depuis que le docteur Michel... Nous les recevons aussi et qui se plaignent de ce qu'ils ne sont pas bien protégés, ils ont besoin de plein d'autres choses. Il y a des choses qui ne peuvent pas prononcer eux-mêmes par des sens ou alors parce que ça les... Donc vous pouvez être une oreille attentive pour eux. Mais c'est la raison pour laquelle je profite pour dire ici, il leur faut des primes spéciales. Il faut des primes spéciales. C'est des soldats au front. À ce personnel médical, je propose même qu'on double même leur salaire. D'accord. Et qu'on leur donne des moyens appropriés. Merci. Parce que quand le docteur Michel Chouamou, père à son âme, tombe, ils ont des pressions même dans leur propre famille. Ils se disent, mais écoute chérie, ou alors écoute papa. Est-ce que ça vaut la peine de sortir? Est-ce que ça vaut la peine de sortir? Or, c'est des gens qui ont signé le serment d'Hippocrate. Mais en même temps, l'État ne doit pas regarder. Parce qu'il y a aussi un problème sérieux. Mais qu'est-ce qui peut justifier que le médecin au Cameroun soit à 250 000 francs CFA quand il sort de l'école? Mais vous trouvez ça normal? C'est pour ça que vous proposez qu'on revoie tout. C'est la raison pour laquelle je dis à l'occasion de cette pandémie. Il faut voir tout au niveau de l'éducation, du transport. Ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ce que nous sommes en train de dire, là, nous sommes en train de parler de la prévention. Bien sûr. Mais on ne va pas gérer ça avec la prévention. La prévention, oui, mais il y a déjà des malades. Est-ce que le gouvernement lui-même est en train de mettre sur pied la logistique nécessaire pour prendre en charge les malades? Il faut contenir la propagation. Parce qu'on sait tous que notre système de santé n'est pas en mesure de vraiment prendre en compte... Alors, il faudrait qu'on sente que le gouvernement est en train de prendre la mesure du sujet. Pour prendre la mesure du sujet, il faut mettre une grosse cagnotte. Justement, il faut mettre une grosse cagnotte. Mais il faut mettre une grosse cagnotte. Mais c'est l'un après l'autre. Il faut que le gouvernement puisse sortir l'argent. Ce gouvernement n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Ils ont dilapidé tous les fonds qu'ils ont dans les guerres inutiles au nord-ouest. Ils ont construit des stades. Ils ont dépensé 3 000 milliards pour une campagne qui n'a pas eu lieu. Ces gens-là n'ont plus d'argent. C'est pour ça qu'ils grattent les ongles et ils mettent 1 milliard. Ils n'ont plus d'argent. Et ce qu'ils doivent faire, c'est de dire à la population qu'ils n'ont plus d'argent. Et si le MRC
a demandé à créer, n'est-ce pas, comment je peux appeler, ce petit forum pour faire la quête, c'est parce qu'on est conscient de ceux qui n'ont pas de l'argent. Et le genre de zèle qu'on a vu M. Atangandji et les autres faire, c'est très bien, mais nous sommes presque convaincus que d'ici quelques temps, les gens vont commencer à tomber. Et si les gens tombent, qu'ils sachent qu'ils sont responsables parce que ils empêchent aux gens, n'est-ce pas, de collecter l'argent pour faire ce qu'ils pensent, et ils doivent savoir que, s'ils sont en train de vouloir freiner les quatre fers pour que ça n'ait pas lieu, s'il s'avère que nos parents commencent à mourir à tort et à travers, ce sera un crime contre l'humanité et ils seront Jean-Robert Wafo, parce que vous allez conclure dans un Dr Luzon et son bas. S'il faut retenir quelque chose d'ici. Non, moi je vais dire s'il vous plaît, une chose. Une minute. Hein. Il faut la cagnotte. Oui. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et les mécanismes pour lever les fonds, il y en a. Un État n'est jamais tombé en faillite parce qu'il s'est endetté. Je parlais tout à l'heure des articles 51e, 53e et 58e. C'est des leviers qu'on peut actionner. Les députés sont en session. On peut procéder à une loi des finances rectificative. On supprime les dépenses improductives de l'État, on pourchasse les gaspillages, et on rééquilibre notre budget, et c'est possible. Et si possible, à la hausse. Il y a des postes inutiles dans ce budget. C'est de ça que je parle. On peut les évoquer. Carburant, lubrifiant, dépenses vestimentaires, missions, séminaires, colloques et tout. Il faut réduire concernant le train de vie de l'État et revertir ça au Covid. Autre chose, les 5 milliards, les frais d'examen là, qui coûtent 5 milliards de francs, qu'on révèle d'abord ça dans le cadre de la lutte contre le Covid. Mais je vais vous révéler quelque chose. Et puis ensuite, et là je vais terminer par là. S'il vous plaît. Il vous reste 3 minutes. Hein. On va terminer. Aujourd'hui, il y a une situation extrêmement grave. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Ils sont déjà entre deux feux. Le feu des extrémistes ambazoniens, dans les bandes armées et tout. Et le deuxième feu, le feu des extrémistes du pouvoir, des Rwandais. Je n'ai pas dit tous sont comme ça. La preuve, on a parlé donc du Premier ministre John Gouté, dans les extrémistes du pouvoir, qui refusent de dialoguer. Ils sont maintenant en face d'un troisième feu, le coronavirus. Qui lui, l'invisible, comment on va les atteindre? Comment on va atteindre ces populations? Et je rappelle que le SDF a proposé dans son communiqué qu'il y ait un cessez-le-feu. Le lendemain de ce communiqué, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué, donc nous a suivis dans ce sens, en disant qu'il fallait absolument cesser le feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous avons vu les bandes armées, certains séparatistes, dit ok, cessez le feu, nous sommes d'accord, le temps d'avoir la maîtrise sur la pandémie. Mais bon Dieu, qu'attend Yaoundé pour décréter le cessez-le-feu? Parce que ce qui va se passer là-bas, parce que si le Covid envahit là-bas, les populations seront totalement décimées. Et ça pourrait être assimilé à un crime contre l'humanité. Je voudrais vous dire par rapport au fonds qu'il faut mobiliser. Il y a des postes, quand on parle des colloques et tout ça, il y a des postes inutiles. Il y a quelque chose dans ce régime qu'on appelle le Conseil économique et social, qui a chaque année plus d'1 milliard de francs, où il y a un seul monsieur là-bas qui est assis, il n'a même plus d'administration. Il est là depuis 83 ou 84, je ne sais plus. Il n'a plus personne, ils sont à 3, ils étaient à 150. Les gens, tous sont morts. Et chaque année, vous n'avez qu'à prendre la loi de règlement, on lui met plus d'1 milliard de francs et on ne sait pas ce qu'il en fait. Alors qu'on mette cet argent dans la cagnotte. Pour resserrer le train de vie de l'État. Parce que depuis 35 ans, il est là. Et tout le temps, il a 1 milliard de francs. Il faut fermer les poches. Fermer les poches et reverser dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 20 secondes hein, pour conclure. Alors, les jours qui viennent, vous avez parlé d'une main de fer dans un gant de velours pour le Premier ministre. Il faut bien maîtriser cette pandémie. Ça passe par là aussi? Oui, justement. Je pense que la pleine mesure de la gravité de cette pandémie mérite d'être prise au sérieux. Et je pense que l'État du Cameroun a déjà commencé par poser les jalons, mais ne saurait marcher en cavalier solitaire. Il faudrait donc interpeller et appeler toutes les forces vives, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la société civile, tous ceux qui peuvent justement... en ont-ils les moyens? Voilà. Ils n'ont pas les moyens. On va pas refaire le débat. On va pas refaire le débat. Ils n'en ont pas les moyens. Il y a une relation de méfiance. Nous avons vu, je vous en prie, nous avons vu durant le grand dialogue, piloté par le Premier ministre, les membres de la diaspora être invités à ce grand dialogue. Maintenant que le Premier ministre a repris les choses en main, nous souhaitons
Ça, c'est un vœu que je fais. Vraiment, vous avez dit C'est un vœu que je fais. Que le Premier ministre également associe toutes les compétences, tant en interne qu'à l'international, au niveau de notre diaspora. Merci beaucoup. Pour qu'ensemble, on mette la main Merci. pour combattre efficacement et durablement, n'est-ce pas, cette grande faucheuse qu'est la Merci, pandémie. monsieur, merci, merci. Alors, et je sais qu'il est en capacité. Merci d'être venu, il faut qu'on termine. Et je sais qu'il est en capacité Je vous en prie. je sais qu'il est en capacité de le faire. Il faut qu'on termine Et dans le j'espère que ceux qui passent de temps à faire des tacles par derrière, s'ils continuent, qu'on les évacue du gouvernement. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous souhaite un excellent week-end sur Canal 2 International. À lundi prochain. Bonsoir.